Voilà l'expérience, source de critères, de vérité, etc. Donc Michel est professeur à l'université Pierre et Marie Curie, donc à Paris. Et donc je vais lui laisser la parole, parce que je crois qu'on est déjà un petit peu en retard, mais c'est pas grave, il va continuer. Imprésentable. Par contre, contrairement au conférencier précédent, je sais depuis le début que je ne tiendrai pas mon temps. Et donc, quand vous voulez que je m'arrête, on s'arrête. Voilà, j'essaie d'avoir délivré quelques questions et pas de vérité en route. Alors, c'est celui-là qu'on a. Bien, donc ici, ce qui manque, c'est le point d'interrogation. Et bon, je voudrais d'abord remercier l'aide d'Audrey Lafranc, du personnel du lycée La Martinière à Lyon pour les ateliers, et de CPE Lyon pour l'azote liquide. Vous ne verrez pas la couleur aujourd'hui, pour des raisons sur lesquelles je passerai rapidement. Donc l'important, c'est évidemment le point d'interrogation. Et d'autre part, les réponses, j'en ai peut-être quelques-unes que je suis susceptible d'apporter pendant cette conférence. Ça n'engage que moi. Et en particulier, donc, il n'y aura pas de réponse définitive. Donc c'est un simple point de vue, une simple expérience d'un vieil enseignant-chercheur qui a pris sa retraite aux 100 ans. Ça fait déjà au moment où ça existait en France. Bien, le résumé, c'est ça. Vous l'avez dans le livre des journées, donc je n'insiste pas. Les références, c'est ça. Voilà, et j'y reviendrai au fur et à mesure. En fait, cette conférence, c'est peut-être pour régler un compte avec tout ce que j'ai raconté dans l'année de la chimie en 2011, où par exemple en janvier 2011, j'étais capable de présenter ce titre, Comprendre la chimie par l'expérience. Est-ce que l'expérience nous permet de comprendre la chimie? Ou bien, ça c'était au mois de... c'était à Paris, l'autre... c'était à Strasbourg en octobre, comprendre la chimie avec l'expérience. Et c'est effectivement le problème du chimiste, dur, mou, je ne sais pas, mais c'est le problème du chimiste que d'essayer de tirer de l'expérience un certain nombre de choses. Et est-ce qu'il le voit? Et je suis bien d'accord. Si je montre ça ici, par exemple, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut le voir comme ça. Voilà, on peut le voir comme ça aussi. Voilà, je suis persuadé que les uns et les autres, voyant cela, nous en avons une compréhension, une connaissance complètement différente. Dans cet hippopotame, là, oh là 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 là, on le maltraite. On peut considérer que c'est un hippopotame du Nil, recouvert d'algues du Nil. Ceci, on peut penser que c'est une pierre semi-précieuse, mais qui va voir s'ouvre au-dessus de l'hippopotame le premier pigment bleu jamais synthétisé par l'homme en Égypte. Est-ce qu'on va voir dans le lapis lazuli qui est là, et ce qu'on en fait c'est le petit pingouin, et la pyramide qui est là, est-ce qu'on va y voir un précurseur d'un téléphone portable ou de la robe bleue de la Vierge? Et donc derrière une expérience, une observation qui est là, chacun va le lire avec sa propre approche. Et moi je saurais que dans le lapis lazuli par exemple, eh bien le bleu est dû, non pas du cuivre comme le cas dans l'hippopotame, mais à une transition à l'intérieur d'un ion trisulfure. Et c'est sûr qu'un philosophe qui a raté une carrière de chimiste ne le verra pas comme cela. Bien, donc je continue. Donc, avec l'expérience, on peut, en injectant un certain nombre de modèles et de... voilà. Voilà. Donc, on part de l'expérience, et puis, à côté, et on va essayer de voir comment, il y a la théorie. Et comment on peut passer de l'un à l'autre, et ça, c'est encore quelque chose que je montrais en 2011. De l'expérience, on va tirer quoi? Un certain nombre de faits, d'observations, des mesures. Le cas échéant, ça a fait beaucoup de mesures, des corrélations. Et
concept, eh bien, on va remonter à une théorie ou à des lois qui sont quantitatives. De l'examen de cette loi, de ces théories, de ces lois, on va extraire davantage de connaissances. Et puis, grâce à cette théorie, on va avoir des conjectures, on va avoir des hypothèses, on va les réinjecter et on va planifier cette fois-ci une expérience pour aller vers l'expérimentation, une étude systématique, et on va retourner à l'expérience pour d'autres. Et il y a deux mouvements, l'induction et la déduction. Voilà. Et j'écrivais en 2011, l'expérience est une étape décisive dans le cycle d'élaboration de la connaissance. Ça, je le pense toujours. Et ceci, que en chimie, l'expérience est source et critère de toute de toute théorie. Il manque théorie ici. Et là, effectivement, on peut en discuter parce qu'on peut partir d'une théorie qui n'est pas a priori née de l'expérience et avoir néanmoins de l'information. Et je rejoins le conférencier précédent en disant qu'en général, et dans la conférence précédente, on est ressorti avec davantage de questions qu'on avait posées de choses. Et alors, je ne vais pas faire les expériences parce que dans ces conditions-là, c'est épouvantable. Donc, en général, une expérience ou une observation va nous poser davantage de questions qu'elle n'en résout. Si vous prenez, je ne vais pas la faire parce qu'il n'y a vraiment pas les conditions pour le faire, une partie de mon matériel est encore à Paris. Voilà une solution de chlorure de cobalt. Je le mets sur du papier, je le passe au micro-ondes, qui est là derrière aussi, je ne servirai pas, il va devenir bleu. Et puis si je mets de l'eau dessus, il va devenir rose, jusqu'au moment où il va devenir violet. Et de cela, on peut en tirer uniquement des notions de couleur, ou bien, avec l'aide de la spectroscopie, de ce que l'on a en tête sur la structure de ce métal, de ce ion de transition qui est le cobalt 2, sur la théorie de la symétrie, on va pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Et c'est l'objet d'un atelier. La précipitation du bleu de plus, c'est pareil. On met du ferrocyanure et du fer 3 et on a un précipité. Quelle est la signification de ce précipité? Eh bien, là encore, on va avoir chacun, on pourra injecter ce que l'on sait déjà. Le cas échéant, en polluant l'expérience, parce que ce que l'on sait déjà, et qui peut être vrai ou qui peut être faux. Donc voilà le papier filtre. Vous voyez que ici, on a une zone bleue tout autour qui est le chlorure de cobalt chauffé. Et puis on a ajouté de l'eau, on a dilué au centre, mais à la périphérie, il y a ces échancrures violettes qui relèvent. Et ça, le problème, c'est de l'analyser et d'en extraire de l'information et de la connaissance. Et en gros, ce qu'un chimiste dira, c'est que le rose, c'est un hexaqua cobalt 2. Le bleu, et ça on ne le voit pas souvent, c'est une chaîne d'ion cobalt avec des ponts chlorure, avec le Mickey, la tête de Mickey, c'est des molécules d'eau, c'est une caricature évidemment. Et puis, lorsque on concentre le chlorure, on a le tétraèdre, le tétrachlorocobaltate, qui est bien connu avec le gel de silice, etc. La précipitation du bleu de plus, c'est pareil, le chimiste le traduira comme ça, et là, on étudiera ça en détail dans l'atelier. Mais on voit ici la structure du bleu de plus. Comment arrive-t-on à cette structure? C'est encore une autre question. Est-ce qu'à partir de cette seule expérience, on peut en tirer la structure qui est là-haut, cubique face centrée? Non. Donc voilà mon plan. Expérience, chimie, vérité, que disent les mots. Quelques questions fondamentales. Est-ce que l'expérience et son interaction sont possibles? Et ensuite, j'essaierai d'apporter ma propre expérience d'enseignant-chercheur, pas seulement pour diffuser la chimie, pas seulement pour l'enseigner, mais pour essayer d'accroître les connaissances que l'on a en chimie, pour créer des choses. Et ensuite, je n'aborderai pratiquement pas le point 4. Donc, qu'est-ce que c'est que la chimie? Expérience de vérité. Que disent les mots? La chimie, pour moi, c'est la science de transformation de la matière. Si j'en crois un grand scientifique, qui est Léonard de Vinci,
quand la nature finit de produire ses propres espèces, l'homme, et je remplacerai volontiers l'homme par chimiste, avec les choses naturelles et avec l'aide de cette nature, commence à créer une infinité d'espèces. On pollue la planète, on modifie la planète. Et je pense que les chimistes ne disent pas suffisamment ça, que c'est leur métier que de transformer la planète, de transformer la matière. Et moi j'en suis très fier. Le problème c'est de savoir comment. Et ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Et les choses de la nature, ordonnées par l'homme, c'est ça, c'est la classification périodique des éléments. Et vous avez vu dans SCF Info qui est arrivé en début de semaine, que ça y est, désormais on a complété à 118, avec les 4 derniers qui n'ont pas encore de nom, mais ça y est. Et donc ça, c'est une extraordinaire condensation d'expérience. Les masses atomiques qui ont eu des débats extraordinaires entre chimistes, et tous sérieux, presque au 19e siècle, des propriétés chimiques, avec les efforts de Cannizzaro, de Mendeleïev et de beaucoup d'autres, la spectroscopie à la fin du 19e et de la théorie. Parce que si la classification périodique a cette forme-là, c'est parce que quelque part, la théorie quantique est arrivée et nous a permis de définir les orbitales S, P, D, F et de les classer comme ceci. Et on trouve encore l'expérience. Observation, expérience, expérimentation. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin? Alors là, si vous le permettez, je vais faire une lecture, parce que quand on a affaire à des sciences dures, c'est dur, il vaut mieux le lire que le commenter. Alors l'expérience, c'est le dictionnaire d'histoire de philosophie des sciences, c'est un livre tout à fait remarquable, il faut le lire à petite dose. Alors je vais lire quelques très peu de choses, évidemment. L'expérience fournie, c'est un article de M. Brenner, Anastasio Brenner. L'expérience fournie, répète-t-on souvent, notre critère ultime de vérité. Nos hypothèses, nos théories doivent affronter le tribunal de l'expérience. Mais comment comprendre le terme d'expérience? Ce terme présente une signification particulièrement large. Afin d'en préciser le sens, on fait également appel à quelques distinctions usuelles. Ainsi oppose-t-on l'expérience à l'observation et à l'expérimentation. Observer consiste simplement à constater un phénomène. Expérimenter consiste à modifier les conditions d'un phénomène afin de mettre en évidence un de ses aspects. L'expérimentation, enfin, désigne le recours systématique et rigoureux à l'expérience qui caractérise la méthode expérimentale. Nous sommes ici dans la méthode expérimentale. Bien, un peu plus loin. De plus, la langue française distingue en priorité entre l'expérience qui peut être singulière ou générale. Je suis de notre expérience, au singulier, j'ai de la bouteille, peut-être, et je fais des expériences, c'est une signification particulière. Et la série ou singulière. Et la série d'expériences spécialisées instituées en vue de déceler une propriété de la nature, là où d'autres langues opposent l'expérience ordinaire à l'expérience scientifique. Par exemple, l'anglais c'est experience and experiment. Et ça, dans le français, et je suis d'accord, le langage est extrêmement important, et les Anglais ne vont pas utiliser les mêmes mots que nous pour qualifier ce que nous appelons expérience. Voilà, je reviens. Voilà. Alors, l'expérience cruciale, et ça c'est une grande discussion entre les philosophes, est-ce qu'il existe des expériences et est-ce qu'il est possible, à partir d'une seule expérience, de trancher entre deux hypothèses? Et si la question est bien posée, s'il n'y a effectivement que ces deux hypothèses et que ça ne révèle pas encore tout le paradigme, toutes les théories dans lesquelles on vit à un moment donné, en tant que scientifique, eh bien on peut penser qu'elle existe. L'expérience d'Aspect, par exemple, récemment. Et sinon, d'autres disent non, c'est pas possible. En tout cas, Claude Bernard, pardon, monsieur le professeur Claude Bernard, puisque l'université porte son nom, l'observation montre et l'expérience instruit. La vérité. Il y a encore énormément de définitions et d'approches de la... Et ces journées y sont consacrées, peut-être qu'on aura quelques réponses à la fin. La journée Georges Bram se tiendra dans une semaine, avec le même thème, c'est pas tout à fait par hasard.
Et donc là encore, je vais revenir aux sciences dures. Aristote. Si la vérité n'est pas autre chose que d'affirmer le vrai et de nier le faux, il est dès lors impossible que tout soit faux, puisqu'il y a nécessité absolue pour que l'une des deux parties de la contradiction soit vraie. C'est dans la métaphysique, tout le monde sait ça. Formuler autrement, cette règle qui dit qu'il y a au moins une vérité peut s'énoncer ainsi. La proposition, toutes les propositions sont fausses, se contredit elle-même. Donc, si on veut éviter la contradiction, on est obligé d'affirmer qu'il y a aussi des propositions vraies. Pour les chimistes expérimentaux, c'est quand même une grande réponse. On peut peut-être un jour, en discutant avec les collègues, tout ça, arriver à la vérité. Alors, il y a d'autres citations. Alors, il y a différentes définitions de la vérité. Le critère traditionnel donné par les philosophes précantiens est celui de l'adéquation de la chose et de l'esprit, veritas adequatio rei et intellectus. C'est une thèse d'allure aristotélicienne car elle stipule que la représentation mentale et l'objet extérieur ont une relation de similitude fondée sur le fait que la représentation partage une forme avec l'objet extérieur. Il y a l'objet, il y a la façon dont je le représente, et il y a une similitude, etc. Sur l'utilité, vous citiez, dire que la vérité est utile, c'est certes donner un critère qu'il est difficile de remettre en question, car il y a certainement peu de cas, ça c'est Bertrand Russell qui parle, s'il y en a, pour lesquels il est clairement utile de croire ce qui est faux. Voilà. D'accord? Bien. J'en arrête avec les citations. Donc, on peut... Oh, pardon. C'est la vérité de Georges Jules Lefebvre. Et là, on ne fera pas d'expérience, si vous me permettez. Donc, un exemple de l'intérêt de l'expérience pour lire la vérité dans les médias. Et évidemment, la possibilité de faire, je vais vous montrer comment on peut le faire. Cet été, je lisais un journal qui est considéré comme sérieux, qui est Le Monde, avec un article qui est, lui, sérieux, qui s'appelle David Larousserie. Il faut que je lui écrive pour lui dire ce que je pense de son papier. Et dans ce passage-là, c'est inspirant d'un bouquin qui est quelque part dans ma valise, ici, donc qui est là. Électrocuter un cornichon, il y a toute une série de très très jolies expériences là-dedans, notamment une sur l'utilisation des ultraviolets. Et il dit, je lis en même temps que vous, le même auteur propose ainsi une expérience visant à éclairer avec une lampe à ultraviolet un verre d'eau plate et un verre d'eau pétillante, et le verre se met à briller. Et en fait, dans ce livre, on dit qu'on prend une solution de tonique, de Schweppes. Et dans le Schweppes, il y a la quinine, et on sait que la quinine, elle fluoresce. Et c'est une magnifique expérience que je vais vous montrer dans un petit moment, sur le transparent. Et ici, on extrapole à l'eau pétillante. Ah non, parce que si je prends cette bouteille-là, eh bien, ça ne fluorescera pas. Sauf si on le met dans un verre de cuisine qui, lui, est fluorescent. Et alors là, toutes les eaux, pas seulement les pétillants, toutes les eaux, si on met là-dedans, évidemment, c'est le verre qui fluoresce. Bien, donc, il faut faire extrêmement attention à ce que, quand on extrapole, c'est aussi une question de langage, on fera un atelier là-dessus. Alors voilà la luminescence de la quinine, du Schweppes, je n'ai pas le droit de faire de la publicité, et voici les spectres. Et ça, c'est pas uniquement mes sensations. Si vous voyez que c'est plus lumineux en haut qu'en bas, c'est pas tout par hasard, c'est parce que j'ai mis la lampe au-dessus et qu'on absorbe et qu'en dessous, il n'y a plus de lumière, et donc on ne luminesce plus. Donc la quinine, ça c'est le spectre d'absorption, d'émission de la lampe UV. Ça, c'est l'absorption de la quinine exactement dans l'émission de la lampe ultraviolette. Et ça, c'est l'émission
de la quinine, qui est très belle, allons-y, voilà, qui évidemment a plus basse énergie que l'absorption. Et voilà la quinine. Et ça, effectivement, l'expérience ne peut pas être donnée. Il a donc fallu monter d'autres expériences et extraire la quinine et en faire la structure cristallographique pour le voir ici. Voilà ce que j'ai, par exemple, chez moi, 2 verres de ma cuisine, et au milieu, c'est un bécher. Ce bécher-là ne fluoresce pas. Les verres qui sont dans vos chambres, là, ne fluorescent pas non plus. Je prends la salvetat, c'est la bouteille qui fluoresce. Si, j'ai pas de lampe UV ici, mais on en aura demain en travaux pratiques. Et là encore, les bouteilles fluorescent. Alors pourquoi c'est notre paire de manches? Mais là, on peut considérer que ceci, là, ce que vous avez, où est-ce que c'est? On ne le trouve pas. Ce que vous mettez dans vos machines à laver la vaisselle, à laver le linge, c'est aussi fluorescent, magnifiquement fluorescent. Bien. À partir de là, on peut se poser quelques questions fondamentales. La matière existe-t-elle? Est-ce qu'elle existe indépendamment de nos sensations? Est-ce que la quinine fluoresce quand je ferme les yeux? Goethe dit une couleur que l'on ne voit pas n'existe pas. Est-elle connaissable? Et là encore, il y a différentes réponses des philosophes. Les sceptiques disent non, tout ça on ne peut pas connaître. Et pour les scientifiques, et je pense en être, physiciens, chimistes, il y a 3 réponses positives qui sont basées sur l'expérience, pas seulement sur les sensations, mais sur l'observation, l'analyse, la mesure. Et en plus, pour le chimiste, le fait que cette matière-là, non seulement il la connaît, mais il peut la transformer. Il y a encore une autre preuve d'existence en dehors de ces sensations. Alors, il faudrait aller très très vite pour parler de causalité, je vais passer là-dessus, d'invariance des lois, et de déterminisme et de prédictibilité. Alors, sur ce point, et puis la mécanique quantique. Alors, je me suis servi de ce petit livre ici, Science et culture, repères pour une culture scientifique commune, dont j'ai fait une recension dans l'actualité chimique du mois de décembre. C'est coordonné par Jacques Aïsinski, qui est physicien à Orsay, et Hélène Langevin-Joliot, qui parmi ses qualités a celle d'être la petite fille de Marie Curie. Sur la classification périodique, il y a une erreur, mais peu importe. Donc, il faut quand même qu'on se mette d'accord. Si on veut faire de la science et essayer d'avoir des connaissances, ben, il faut bien que, s'il y a un effet, il faut qu'il y ait une ou plusieurs causes. Et il faut que le scientifique il choisisse entre les différents phénomènes précédents, celui qui est la cause ou pas. La cause de ma venue ici, c'est que je devais faire une conférence. C'est pas ça qui m'intéresse, au niveau de la causalité. Par contre, une cause efficiente, et c'est un autre terme qu'utilise Claude Bernard, qui précède l'effet, qui en sera le conséquent selon le principe causal postulé par la science. Donc en gros, s'il n'y a pas de causalité, et le principe de Curie, par exemple, dont je me suis beaucoup servi dans ma recherche, dit, voilà, si un corps présente un nombre de qualités de symétrie, on va retrouver ces propriétés de symétrie dans les conséquences. Si ça, on ne le tient pas pour vrai, eh bien, il n'y a pas de science possible. Invariant des lois de la nature, dans le temps et dans l'espace, voilà, les mêmes causes reproduisant les mêmes effets. Et le déterminisme, donc un système relevant des lois classiques de la physique, est-il déterministe parce qu'il est possible de prédire son évolution si on connaît son état initial, et c'est ça le problème, l'un des problèmes, et toutes les interactions internes ou externes qui l'affectent. Et si effectivement on connaît cet état initial et qu'on le soumet aux mêmes contraintes, on aura effectivement le même résultat, etc., etc. Donc je vais passer là-dessus, mais en gros, et la mécanique quantique, évidemment, a ses propres règles et ne va pas obéir de la même manière à ces choses, et la probabilité en mécanique quantique va tenir une place importante. J'arrête avec les citations. Et je passe à la troisième partie de ce que je vais vous dire, à partir de quelques exemples personnels. Ça, c'est
les citations de quelques-uns des travaux que l'on a fait avec mes étudiants. Et pour montrer que la science prend parfois des chemins un peu inattendus, en voici un dans les bois d'Orsay. Ça, c'est le livre Molecular Magnetism d'Olivier Kahn, 1993. Et Dante Gatteschi, qui est encore un grand scientifique dans ce domaine, disait que Olivier Kahn, que l'on voit ici au milieu, nommé par aucun, a été celui qui a permis de passer de la magnétochimie, c'est-à-dire la mesure magnétique des matériaux, au magnétisme moléculaire, c'est-à-dire on va mesurer les propriétés, mais on va faire les produits. On va faire les produits en s'appuyant sur une théorie. Et si je voudrais vous donner un ou deux exemples de cette démarche. Vous m'avez reconnu évidemment là. Et comment on a progressé dans ce travail de recherche autour d'un rêve. Comme quoi les scientifiques peuvent rêver. Et le rêve, c'est un rêve dérisoire, c'est de transformer des molécules en aimants. Vous prenez du ferrocyanure, du ferricyanure, du chromicyanure, et vous ajoutez de la poudre de carlimpapa, et vous obtenez un aimant à la température ambiante. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Nous avons fait un rêve, on avait un certain nombre d'atouts. Notre responsable était compétent, charismatique. On était de gros travailleurs. On avait des expériences variées en chimie, on pouvait se compléter. 1D, ça veut dire unidimensionnel, 2D, bidimensionnel. On avait un modèle théorique d'interaction simple. Même moi, je pouvais le comprendre à l'époque. On avait un labo financé raisonnablement. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un là? On ne courait pas, on ne passait pas son temps à rédiger des projets pour l'ANR, on ne courait pas après le financement. Et on faisait de la recherche. Il y a un représentant du Sénat, et on avait une approche et une méthode commune, expérimentale et rationnelle, l'expérience et la pensée. Alors là encore, je vais passer très vite sur la méthode de Descartes. D'abord, on ne reçoit pour vrai que ce qu'on est sûr que ce soit vrai. Ensuite, on divise les choses en petits morceaux quand ils sont compliqués pour les résoudre les uns après les autres. Ensuite, on met en ordre de temps en temps de façon à organiser rationnellement les choses. Et enfin, de temps en temps, on fait une revue d'ensemble pour être sûr de là où on va et de rien honnête, évidemment. La méthode expérimentale, alors là, je pourrais citer tout Claude Bernard, c'est magnifique. Là, de temps en temps, il faut lire et relire Claude Bernard. C'est extraordinaire. Il parle de médecine expérimentale, mais de fait, toute la première partie, je ne lirai pas, parce que ce serait trop long. Je vais redire une ou deux citations. La méthode expérimentale considère même qu'il n'y a rien qu'un raisonnement à l'aide duquel nous soumettons méthodiquement nos idées à l'expérience des faits. Et donc, qu'est-ce que doit être un expérimentateur? Il doit être à la fois un théoricien et un praticien. Il doit faire la manip, mais aussi il doit éclairer la manip avec ce qui lui passe par l'étamine. Et donc, une main habile sans la tête qui la dirige d'un instrument aveugle, la tête sans la main qui la réalise reste impuissante. Bien. Après, il y a formation d'esprit scientifique. Je ne sais pas si le livre est là. Là encore, c'est à lire et à relire. C'est magnifique. Et en particulier, dans la première partie, Bachelard, là aussi je vais aller très très vite, il définit trois états pour l'esprit scientifique, avec une grosse partie sur l'esprit pré-scientifique, où on est prompt à prendre une observation, à la généraliser, à prendre toutes les choses comme substance, le feu, la chaleur, etc. Et puis on passe ensuite à l'abstrait, et puis on finit par l'esprit scientifique qui travaille dans les deux domaines, l'expérience et la théorie. Et puis lui aussi il parle d'âme, c'est des textes qui sont tout à fait magnifiques, avec l'âme puérile ou mondaine, l'âme professorale. De temps en temps, on y succombe à l'âme professorale, et on devient dogmatique. Et puis la lame en mal d'abstraire, de quintessentiel, conscience scientifique douloureuse, etc. etc.
C'est des textes tout à fait magnifiques. Bien, donc, il reste 5 minutes. Et je n'ai pas commencé. Un concept important, celui d'obstacle épistémologique. Énumération de nombreux exemples dans le livre que je viens de vous montrer. Et on va faire une expérience. Pour montrer comment, effectivement, dans une société donnée et dans un état des connaissances donné, eh bien, on peut être piégé par ce que l'on sait. Mes petits-enfants, à Noël, ont reçu un cadeau, c'était plein de chocolat. Moi, j'ai mis du sulfate de cuivre. Et je veux me servir du sulfate de cuivre. Et on sait qu'une bouteille, finalement, j'ai peut-être pas besoin de micro, et on sait qu'une bouteille, ça s'ouvre par là. Et si on met, on n'aboutira à rien parce que c'est bouché. Et évidemment, il faut. Eh bien, c'est sans doute ce que Kuhn appelle un paradigme. On est dans un ensemble qui dit si on veut sortir quelque chose d'une bouteille, il faut enlever le bouchon. Et là, et bien donc, de temps en temps, il faut faire autre chose que d'enlever le bouchon. Et regardez. Et on repart sur un ensemble de théories qui nous dira c'est évidemment qu'une image. Mes petits-enfants seraient effrayés d'avoir leur bouteille utilisée comme ça. Regarde le micro. Bon, donc, en gros, toute ma vie, j'ai travaillé comme ça. Une idée, hein, il manque une idée. Voilà. Hop. Merci. On part de l'idée, on va vers le produit. On va vers les propriétés, on les mesure, on a des phénomènes, on a des constances, on va vers la théorie, on en fait la théorie, hamiltonien, fonction de conjecture, et à partir de là, eh bien, on peut repartir vers d'autres synthèses, vers d'autres expériences, ou bien vers les applications. Ce schéma en tétraèdre m'a été suggéré par Bernadette Bensaud-Vincent. En général, moi j'étais en triangle. Je dis, mais il vaut bien que ça serve à quelque chose ce que tu fais. Donc il y a des applications, les besoins sociaux, le marché, la connaissance. Et en général, on va travailler là-dessus. Alors, sur le magnétisme. Il doit y avoir quelque part une boussole. Je vais passer de la boussole. Mais en gros, c'est une phrase d'Einstein qui dit, il regarde une boussole, il a 4 ou 5 ans, son père lui montre la boussole, et dit, il y a ici quelque chose de profondément caché qui devait se trouver derrière les choses. Et ce quelque chose de profondément caché, c'est le champ magnétique terrestre. Et le poète dit la même chose dans Quai des Brumes. Le peintre dit, sur le je peins les choses présentes derrière les choses. Il y a une similitude entre l'approche scientifique et l'approche artistique ici. Et en fait, ce que fait le physicien, le chimiste, c'est qu'il cherche derrière une observation, derrière une chose, derrière les sensations qu'il pense de la chose, il cherche ce qu'il y a derrière. Et par exemple, si je prends, voilà, je vais le faire ici, voilà, ça c'est toujours un outil. Et si ça c'est un aimant, il peut avoir cette forme, mais qui me dit que c'est un aimant? Et le problème pour nous, c'est de révéler les choses derrière les choses. Je sais qu'il y a un champ magnétique là, je sais parce que j'ai fait des manip. Quelle manip j'ai faite? Celle-là. Ici j'ai un ensemble de boussoles. Voilà, ah, c'est pas. Et là peut-être on voit mieux, ligne de champ. Est-ce que vous voyez les lignes de champ? Alors Faraday, il prenait de la poudre de fer, avec cet ensemble de boussoles. Donc on peut révéler les choses derrière les choses, et la notion de champ, ici c'est le champ de gravité, ici c'est le champ magnétique, le champ électrique, etc. Eh bien on peut les révéler avec des effets, et pas seulement avec nos sensations. Si j'avais je peux le voir, ça peut-être aussi. L'une des... Là ça ne marche pas. Bon, donc je ne ferai pas l'expérience, mais longtemps
longtemps, l'électricité était considérée comme un objet électrisé, comme étant collant. Et ça, c'était au temps de pré-scientifique. Ça collait, les interactions, plus, il reste 0 minute. Bien. Donc, même des choses très très simples. Tu peux me dire, j'échappe ici, voilà, c'est ça. Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, je ne l'ai même pas abordé, c'est qu'en gros, eh bien, on a utilisé la méthode de Descartes, on a divisé les choses en petits morceaux, et progressivement, on a fini par arriver à obtenir un élément à la température ambiante, à partir de molécules. Donc, je vais terminer, puisqu'il reste plus rien. Hein? Comment? Ça suffit pas. Ah oui, c'était une erreur. Un de mes collègues a publié dans Nature un papier qui était complètement faux. Il m'a donné ses produits, j'ai fait, c'est pour montrer l'expérience de l'instrumentation dont j'ai pas du tout parlé, j'ai fait les manips d'Exafs, rayonnement synchrotron, et j'ai montré qu'il avait faux. Je lui ai dit voilà, il faut qu'on publie, il m'a dit, il m'a jamais répondu. Vous voyez, la vérité en chimie, ça peut passer aussi par là. Donc en gros, je vais repartir sur ma conclusion. Comment on redémarre là? J'ai dû changer d'ordinateur, c'est pas le mien là. Comment on va laisser comme ça. Vous êtes bienvenus à l'Université Pierre et Marie Curie. Ensuite, quelques-uns de mes collaborateurs. Merci aux organisateurs. Voilà. Ici, là. Ah, mais j'ai pas. Voilà. Merci aux organisateurs de leur invitation. Vous pour votre aimable attention. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre, dit Marie Curie. Ce sera ma conclusion. Alors, l'expérience source et critère de toute vérité en chimie. La conclusion à laquelle je suis arrivé, là, après l'avoir préparé assez longtemps, c'est que c'était